Ok, bonjour tout le monde. On va finir notre considération des stratégies et des mécanismes de réplication virale en regardant les mécanismes d'assemblage et de libération de particules à la fin du cycle de réplication virale. Donc, ce que l'on va faire, c'est considérer où les virus vont s'assembler, comment on va former des capsides. Ensuite, un problème que rencontre n'importe quel virus, c'est d'empacter son propre acide nucléique et pas d'empacter l'acide nucléique, n'importe quel acide nucléique cellulaire. Donc ça va nous emmener à regarder ce que c'est qu'un signal d'empaquetage dans le génome viral. Et une fois que l'on a formé des particules virales, il va falloir les libérer pour les relâcher à partir de la cellule infectée. Et les mécanismes sont un peu différents pour les particules nues et pour les particules enveloppées. Alors, tout d'abord, site de production de particules virales, pour la grande majorité des virus à ADN, les particules seront formées dans le noyau, parce que la réplication de l'ADN viral se fait dans le noyau. Pour que ça marche, évidemment, les protéines de capsides doivent être importées dans le noyau. Donc, elles sont synthétisées dans le cytoplasme, importées ensuite dans le noyau. Donc, les protéines de capsides virales doivent être dotées d'un signal de localisation nucléaire, une NLS. Alors, il y a une exception à cette règle, ce sont les Poxviridae, qui sont les grands virus à ADN qui se répliquent dans le cytoplasme. Alors, la présence de l'ADN dans le cytoplasme, c'est perçu comme un signal de danger chez les cellules et donc va déclencher, entre autres choses, éventuellement l'apoptose, éventuellement aussi la réponse interférent. Donc, le virus, les poxvirus, ont tout intérêt à séquestrer l'ADN viral pendant la réplication. Et c'est ce que fait les poxvirus. Donc, en fait, aux étapes précoces de l'infection, après la décapsulation, le virus va créer une sorte d'organite d'origine virale dans le cytoplasme. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on a une membrane autour de ce truc-là qui contient l'ADN viral en cours de se répliquer. Donc, la réplication virale sera séquestrée du cytoplasme par cette membrane. Et cela pour éviter de déclencher les systèmes d'alarme cellulaires qui vont réagir à la présence d'ADN dans le cytoplasme. Alors pour les virus à ARN, la plupart se répliquent dans le cytoplasme. Donc les sites de production des virus sont également dans le cytoplasme. Mais ce ne sera pas totalement diffusé de façon aléatoire dans le cytoplasme. Un peu comme ce qu'on vient de voir avec les poxvirus. On aura une concentration de l'ARN viral et des protéines de structure virale dans des sortes d'usines de production virale. Et ces usines ou sites de production virale peuvent être visibles en microscopie optique sous la forme de corps d'inclusion dans le cytoplasme. C'est souvent, des fois, un élément de l'ECP, l'effet cytopathogène, spécifique de certains virus. Donc un exemple illustré ici, c'est la présence de ce qu'on appelle les corps négris, dont les neurones des personnes infectées ou d'animaux infectés par le virus de la rage. Donc ici, c'est une coupe de cerveau avec je sais pas, éventuellement une cellule pyramidale là.
Donc ça, c'est le noyau, et ça, c'est le corps négri. Donc c'est une inclusion cytoplasmique qui est totalement anormale dans le corps du neurone. Donc ça, c'est provoqué par l'infection par le virus de la rage. Et quand on regarde les corps négris en microscopie électronique, on voit que c'est ça. Donc on a une zone composée d'ARN et de nucléoprotéines virales et de polymérase ARN virale, donc qui est en train de produire des tonnes et des tonnes de nucléocapsides virales qui vont ensuite bourgeonner aux membranes qui sont à côté ou autour de ce corps négri. Donc on voit des particules en forme d'obus qui sortent de cette structure. Donc beaucoup de virus ARN qui se repliquent dans le cytoplasme produisent ce type de centre de production virale dans le cytoplasme. Alors, une exception, ce sont les orthomyxoviridae, c'est-à-dire le virus de la grippe. Et je vais tarder un petit peu sur ça parce qu'on va revenir à ça plus tard. Donc, le problème pour le virus de la grippe, c'est que le cycle de réplication a lieu dans le noyau. C'est une exception parmi les virus à ARN. Donc les copies d'ARN brun- qui sont produites dans le noyau doivent être encapsidées et puis ensuite transportées dans le cytoplasme. Alors, les protéines virales, les protéines de nucléocapsides, sont synthétisées dans le cytoplasme. Elle est dotée d'un signal de localisation nucléaire. Donc, un nucléocapside sera importé dans le noyau. Et elle s'associe aux ARN viraux. Pareil pour les trois subunités de l'ARN polymérase, PA, PB1 et PB2. Donc on aura un complexe qui est formé dans le noyau. Le problème avec ça, c'est que toutes ces protéines-là sont dotées des NLS. Donc elles vont rester dans le noyau. Donc on a une fonction très importante de la protéine de matrice majeure, la protéine M1, qui, elle, est dotée d'une NLS et d'une NES, signal de sortie nucléaire, Nuclear Exit Sequence. Donc elles sont importées et va s'associer à ces nucléocapsides. Et cette association va cacher les NLS, laissant la NES disponible, et du coup, tout ce complexe-là va sortir. Et ensuite, ces nucléocapsides peuvent s'associer et on verra comment on va le faire après. Donc ça, c'est très ingénieux et c'est possible pour les orthomyxoviridae parce que, souvenez-vous, c'est un génome segmenté. Donc chaque segment génomique est de relativement petite taille, assez petite pour sortir par les pores d'entrée nucléaire. Donc ça, ce n'est pas le cas pour la plupart des virus qui vont se répliquer dans le noyau. La capside sera trop grande pour sortir par les pores nucléaires. Ok, donc, ça c'est les sites de production. Comment construire la nucléocapside? On a trois types de mécanismes employés par différents virus. Donc, le premier, c'est d'assembler la capside ou la nucléocapside autour des acides nucléiques virales. Et le grand classique pour ça, c'est l'assemblage des particules
du virus de mosaïque du tabac, et aussi les mononégavirales comme le virus de la rage. Souvenez-vous, la semaine dernière, lors de la réplication de l'ARN viral, la nucléocapside, la protéine nucléocapside va s'associer directement avec l'ARN viral au cours de sa transcription. Donc la nucléocapside se fait directement avec la réplication virale. Donc rétroviridé, c'est un autre exemple de la formation de la capside autour de l'ARN viral. C'est en gris parce que ce n'est pas strictement essentiel, parce que la capside virale peut être formée en l'absence de l'ARN. Et néanmoins, l'ARN joue un rôle dans la formation de la capside. Un deuxième mécanisme, c'est l'auto-assemblage de protéines de capside, indépendamment des acides nucléiques viraux. Donc pas mal de virus, si on exprime leurs protéines de capside dans une cellule transfectée, en l'absence d'autres protéines virales, vont former spontanément des capsides vides. Donc c'est vrai pour les Caliciviridae, comme les norovirus. En TP, on a utilisé les capsides de norovirus, capsides vides, produites uniquement par l'expression de la protéine VP1 dans le système baculovirus. C'est vrai aussi pour les papillomaviridae, par exemple le virus de papillome humain. C'est partiellement vrai pour les picornavirus. Encore, ça c'est en grisé parce que les protéines de capside toutes seules, quand on les exprime toutes seules, peuvent spontanément former des capsides, mais ces capsides-là sont instables. La formation d'une capside stable nécessite la présence de l'ARN viral. Et l'importance de cette propriété de particule virale, c'est que si on peut former une particule avec l'expression uniquement des protéines de capside, ça veut dire qu'on peut produire facilement des pseudo-particules virales, c'est-à-dire des VLP, virus-like particles. Et ça, c'est important pour la production de vaccins. Okay, le vaccin contre le papillomavirus humain est composé de pseudo-particules virales parce qu'on peut exprimer la protéine de capside VP1 et elle va former des particules vides. Donc c'est non infectieux et immunogène. Oui, avant que j'oublie, je dois aussi... on va voir ça. Et troisième modèle, c'est l'utilisation de protéines d'achafaudage virales. C'est-à-dire que... comment expliquer ça sans raconter tout? C'est-à-dire que la production de la capside nécessite pas seulement les protéines de structure qui sont dans la capside mature, mais aussi d'autres protéines virales qui sont nécessaires pour gérer la formation de cette structure. Donc si on exprime les protéines de capside toutes seules, ça ne va pas former une particule dans ce cas-là. Mais c'est quelque chose qui n'implique pas l'acide nucléique viral. Donc on va regarder ces différents cas un par un. Oh non, on va... Bizarrement, non. On va démarrer par l'auto-assemblage. Avec, premier exemple, Picornaviridae. Alors, comme le virus de la poliomyélite, donc la capside des Picornaviridae, c'est composé de 4 protéines virales, VP1, 2, 3 et 4. L'extérieur est composé de VP1, VP2 et VP3. Et la protéine VP4 se trouve à l'intérieur. Alors, si vous vous souvenez bien, lors de l'expression des gènes chez les Picornaviridae, le génome code pour une seule polyprotéine qui écrivait initialement en P1, P2 et P3. P1, c'est la partie N-terminale
qui code pour les 4 protéines virales. Et ce clivage pour l'IMEP1 est effectué par la protéase 2A. Alors, ces 4, donc directement après la synthèse de la protéine, les 4 protéines de capsid sont physiquement associées dans la même polyprotéine P1. Donc elles vont se replier dans une structure qui est comme ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une particule 5S, donc qui va s'alimenter lentement. Donc VP1, VP2 et VP3, c'est ça qui forme l'extérieur de la capside. Chacune de ces protéines forme une structure en bitter barrel jelly ball. Ça, il faut revenir au premier cours pour les éléments de structure de capside virale. Donc dès la synthèse de la protéine, les 3 sous-unités, VP1, VP2 et VP3, sont associées, parce qu'elles sont dans la même polyprotéine. Alors, ces monomères ne vont pas s'associer spontanément. Pour l'association de ces monomères, il faut que la protéine P1, ou la polyprotéine P1, soit clivée par la protéase virale 3C. Et ça va nous générer une protéine qui s'appelle VP0, qui est assemblée de VP4 et de VP2, VP3 et VP1. Du coup, la conformation de ce monomère va être un petit peu modifiée et elle sera donc capable d'associer avec d'autres monomères pour former un pentamère, qui a un coefficient de sédimentation de 14S. Alors, les pentamères peuvent s'associer spontanément en une capside vide. Mais ça, c'est un processus qui est réversible. Donc, on a une association-dissociation réversible. Et ce qui va nous permettre de produire une particule stable, c'est l'incorporation de l'ARN à l'intérieur de la capside, ce qui sera suivi par la dernière étape de clivage protéolytique pour séparer VP1 de VP3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la maturation de la capside. Et après ça, on a la formation d'une particule stable qui a un coefficient qui est un peu plus dense parce qu'il y a de l'ARN à l'intérieur. Donc on a un auto-assemblage qui suit des étapes un par un et implique uniquement les protéines virales et l'ARN viral à la dernière étape de maturation. Je dis uniquement les protéines virales, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Ici, le clivage de VP0, VP1 en VP0, VP3, non, P1 en VP0, VP3 et VP1 nécessite la chaperone cellulaire HSP90. Alors, d'autres exemples donc, de auto-assemblage de capsides virales. On trouve ça chez le virus SV40. La capside est composée de la protéine majeure VP1 et de la protéine mineure VP2 ou VP3. Cette fois-ci, chacune des sous-unités est synthétisée à part sur les ribosomes et dans le cytoplasme, elles vont s'associer en pentamères. C'est un virus à ADN, donc c'est les pentamères qui vont être importés dans le noyau et former les capsides dans le noyau. On a un peu le même type de schéma chez les adénovirus. Donc, globalement, chez les adénovirus, la capside est composée de pentones sur les sommets de la capside et exones, hexamères, sur les faces de la capside. Donc, les pentamères sont composés de la protéine 3 et de la protéine 4. Chacun est synthétisé de façon indépendante. Protéine 3 va former les pentamères, protéine 4 va former les trimères qui forment le fibre, et ensuite, toutes les deux vont s'associer. Et ça va être importé dans le noyau. Pour les hexamères, c'est la protéine 2 qui forme les hexamères. Il y a 3 copies de protéine 2 par hexamère. Mais l'expression de la protéine 2 toute seule n'est pas suffisante pour former des hexamères. Il faut la présence d'une protéine chaperone virale pour permettre la protéine 2
3 copies de protéine 2 de s'associer en un hexamère, un exome. Et ensuite, ça va être importé dans le noyau. Alors, une chose qui manque ici sur le schéma, c'est le rôle de protéines chaperones cellulaires. Okay? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est nécessaire pour éviter les monomères qui sont synthétisés de s'agréger de façon désordonnée. Donc, l'étape intermédiaire entre la synthèse du monomère et la formation d'un pentamère qui est stable, c'est la présence des chaperons cellulaires, les HSP 70, HSC, etc. Alors, assemblage autour d'un échafaudage. C'est ce qu'on trouve chez les herpesvirus. Okay. Alors, ce sont des virus, grands virus enveloppés, grands virus ADN, capsides particules enveloppées, et les capsides vont se former dans le noyau. Alors, on a quels sont les acteurs dans la formation de la capside. VP5, la protéine des capsides majeures, UL6 qui forme le portail, et VP22 qui est la protéine d'échafaudage. Donc, dans la capside mature, on trouve que ces deux protéines ici, mais le VP22A, la protéine d'échafaudage, est nécessaire pour leur assemblage. Donc, la VP5 et l'UL6 vont d'abord s'associer avec le VP22. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que d'abord, c'est l'UL6 qui va former le portail d'entrée pour l'ADN viral, qui sera associé avec le VP22A. Et ensuite, sur cette structure-là, on peut rajouter les complexes VP22 avec VP5. Donc c'est un petit peu comme les segments d'une orange qu'on va rajouter les unes après les autres. Ok. Donc à la fin, on aura notre capside qui a un portail ici, qui a des protéines de capside sur toutes les autres faces de notre capside icosaédrique. Mais le problème, c'est que l'un tiers, bon, c'est pas entièrement rempli de la protéine VP22, mais néanmoins, une grande partie de la place à l'intérieur est prise par la protéine d'échafaudage. Donc, dans un deuxième temps, la protéase VP24 va aller cliver tout ça, et les fragments peptidiques peuvent sortir par le portail. C'est ce qui va nous laisser une capside vide et qui peut être remplie par l'ADN viral. Donc on a un système de production de capsides qui est assez complexe. Ce qui est curieux, c'est que ça, c'est ce qu'on trouve chez les herpesvirus, le HSV1, le CMV, le virus Epstein-Barr et tout ça, et aussi chez les bactériophages codovirales, comme le bactériophage lambda, le T4. Tous ces phages produisent leurs capsides comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'il y a une sorte de super ordre de bactériophages qui relie les bactériophages et les herpesvirus. Et qu'en quelque sorte, il y avait un ancêtre commun de ces deux types de virus distincts. OK. Donc, juste pour voir si vous avez écouté tout ça, je vais essayer d'envoyer une question. Ça va être le 81838.
Ok. 81, 838. Si vous arrivez à vous connecter, réfléchissez un petit peu et puis envoyez-moi vos réponses. Ok, 10 réponses au moins. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, les possibilités. Donc, c'est le protéine de capside majeure VP1 du virus de papillomavirus humain. Il peut former des VLP chez le système baculovirus, mais pas chez coli. Donc, je dirais plusieurs réponses possibles. Ok, ici, donc la VP1 s'exprime mal chez E. coli, c'est une possibilité, mais c'est pas ça. Ça effectivement, c'était une possibilité, mais en fait, elle va s'exprimer correctement, mais on n'aura que des monomères ou des inclusions. La VP1 est toxique pour coli, aussi une possibilité. Certaines protéines peuvent être toxiques pour les bactéries et donc impossible à exprimer, mais ce n'est pas non plus le cas dans cet exemple. La première bonne réponse, c'est l'assemblage de la capside implique des chaperones cellulaires. Et donc ces chaperones vont être très différentes dans une cellule eucaryote et dans une cellule procaryote. Donc la production de VLP, ça marche dans des systèmes d'expression eucaryotes, levures, cellules de mammifères, baculovirus, mais ça ne marche pas chez les procaryotes, même quand la protéine n'est pas toxique et même quand la protéine est bien exprimée. Et ça, c'est une indication que les chaperones sont nécessaires pour la formation de capsides. Autre réponse possible, c'est le 4. On a besoin de pendisulfure. Ça aussi, ça peut être un problème pour le repliement correct de protéines quand elles sont exprimées chez coli. Et dans le cas précis de capsides de papillomavirus, il y a des pendisulfures qui doivent être formés pour produire une capside stable. Donc la réponse correcte générale, c'est le 3, et le 4 était aussi potentiellement correct, en fait. Spécifiquement pour cette famille de virus.
Ok, prochaine question. On sait comment former une capside. Prochaine question, c'est comment assurer que l'on met le bon acide nucléique dedans. Tous les virus ont ce problème. Elles se reproduisent dans la cellule hôte, elles produisent leur capside et doivent encapsider l'ARN ou l'ADN viral. Mais évidemment, le cytoplasme, c'est plein d'ARN cellulaire et le noyau, c'est plein d'ADN cellulaire. Et donc, pour produire une particule virale infectieuse, il faut mettre l'acide nucléique viral et non pas l'acide nucléique cellulaire. Donc, on va regarder trois mécanismes. Donc, ce qui est le plus fréquent, c'est qu'on va avoir une séquence d'empaquetage, qu'on va appeler une séquence psi, quelque part dans le génome viral. Et c'est ça qui sera reconnu lors de l'empaquetage de l'ADN ou de l'ARN viral. Et donc, la séquence psi va former soit des structures secondaires, qui sont reconnues par des protéines virales, soit des séquences spécifiques. Alors, ça c'est fréquemment le cas, mais il y a des exceptions. Des fois, il y a des virus qui semblent impacter spécifiquement l'acide nucléique virale sans avoir une séquence d'empaquetage détectable. Donc, on va essayer de voir comment est-ce possible. Et les génomes segmentés de virus de la grippe, ça pose un problème particulier. Donc, on va regarder comment le virus de la grippe fait pour impacter son génome. Alors, premier exemple d'une séquence d'empaquetage, c'était identifié chez le virus de mosaïque du tabac. Et la nucléocapside va impacter n'importe quel ARN qui porte cette structure ou cette séquence d'ARN qui forme une tige boucle. Et cette tige boucle va interagir avec des anneaux qui sont formés par la protéine de capside. Donc l'interaction entre la séquence psi et les anneaux, le double anneau de protéine nucléocapside va décaler les deux niveaux de cette nucléocapside pour créer un décalage qui est ici et qui va permettre la polymérisation, l'ajout de nouvelles sous-unités de nucléocapside pour former la capside en bâtonnet, en structure hélicoïdale. Donc un autre virus qui utilise une séquence d'encapsidation, une séquence psi basée sur la structure secondaire, ce sont les rétrovirus. Et donc la séquence psi se retrouve en 5' de l'ARN génomique du virus et forme ces différentes bouts de structures secondaires qui vont interagir spécifiquement avec les protéines de nucléocapside. Donc la séquence psi comprend également une séquence de dimérisation, c'est ça le DIS. Donc ici, c'est ce qui permet la dimérisation de deux molécules d'ARN viral. Donc ce qui sera encapsidé, ce n'est pas une copie d'ARN viral chez les rétrovirus, c'est deux. Donc en quelque sorte, les rétrovirus sont diploïdes. Alors, le positionnement de la séquence psi, chez le VIH en tout cas, est très important parce qu'il va éviter d'impacter les ARN viraux épicés. Alors, si vous vous souvenez, je ne sais pas. Donc, le provirus, il a la LTR. Les LTR aux deux extrémités. U3, R, U5. Et on va former des ARN
Les gènes précoces vont être formés à partir d'ARN épicé. Et les protéines de structure GAG et GAG-POL, les protéines de structure GAG et GAG-POL vont être formées à partir de l'ARN non épicé. Donc ce qui est important pour le virus, c'est d'impacter les ARN non épicés et pas les ARN épicés parce qu'il va avoir un gros bout de l'ARN génomique qui manque. Et donc l'impactage spécifiquement de l'ARN non épicé est assuré par le fait que le site donateur pour l'épissage se retrouve à l'intérieur de la séquence psi. Donc les ARN épicés ne vont pas avoir la séquence psi. Ils ne pourront pas être encapsidés. Donc, virus ARN ou intravirus, c'est la structure secondaire qui joue un rôle important dans la séquence d'encapsidation. Pour les virus à ADN, bon, simple brun, comme les parvovirus, là aussi, il y a de la structure secondaire qui joue un rôle. Chez les virus à ADN double brun, tout l'ADN génomique est simplement dans un double hélice, il n'y a pas de structure secondaire qui va être différente. Donc ce sont des séquences spécifiques, quelque part dans l'ADN double brun, qui vont être reconnues, qui permettent l'empaquetage. Donc chez les adénovirus, les séquences d'empaquetage sont à une extrémité de l'ADN viral. Ça ne fait pas partie de la région répétée aux extrémités, mais c'est entre l'ITR et le premier gène. Et donc, c'est deux protéines virales qui vont reconnaître ces séquences spécifiquement et permettront donc l'empaquetage de l'ADN viral dans la capside. Chez le virus SB40, encore un autre virus à ADN double brun, la séquence d'empaquetage n'est pas reconnue directement par une protéine virale. C'est des facteurs cellulaires SP1 qui vont se fixer ici. Et SP1 va interagir avec les protéines de capside mineure VP2 et VP3. Alors, on peut se demander, SP1, c'est un facteur cellulaire qui reconnaît des sites dans l'ADN cellulaire. Comment se fait-il que c'est spécifique? Et apparemment, c'est l'association de 6 sites de fixation SP1 à proximité qui est spécifique. On ne trouve pas ça dans un promoteur cellulaire. L'ADN cellulaire ne sera pas empaqueté ou encapsidé. Alors, une exception, c'est le virus de la poliomyélite, parce que malgré plusieurs années ou même décennies de recherche, on n'a jamais été capable de définir une séquence spécifique dans le génome des picornaviridés qui est nécessaire pour l'empaquetage de l'ARN viral. Et ça, on a fait ces expériences en échangeant des séquences non codantes entre différentes espèces de picornavirus et on co-exprime les protéines des capsides et on va voir si telle ou telle séquence non codante dirige l'ARN vers les protéines des capsides de tel ou tel virus. Donc, et en faisant ce type de manip, on était incapable de détecter une séquence spécifique d'empaquetage. Donc, ce qui semble se passer chez les picornaviridae, c'est qu'il n'y a pas d'association spécifique entre une structure secondaire d'ARN et les protéines des capsides virales, mais c'est plutôt que les pentamères, qu'on a vu tout à l'heure, soit ils peuvent s'associer entre eux pour former une capside vide, et ça c'est une interaction qui est réversible, ou alors les pentamères peuvent s'associer au complexe de réplication de l'ARN viral. Et ça, c'est médié par une interaction entre la protéine de capside VP3 et la protéine 2C, protéine non structurale qui est impliquée dans le complexe de réplication du virus. 3D, c'est la polymérase en elle-même, donc 2C, ce n'est pas la polymérase, mais c'est néanmoins associé à ce complexe de réplication.
Et donc, c'est cette interaction protéine-protéine qui permet l'interaction entre les pentamères de capsid virale et l'ARN viral. Et puisque le complexe d'ARN viral, lui, il va reconnaître spécifiquement les structures secondaires dans l'ARN viral. Si vous vous souvenez bien, il y a la structure en feuille de trèfle en 5', il y a la tige boucle, le CRE au milieu de l'ARN viral, et il y a le PABP en 3'. Structure poly-A en 3'. Donc ces trois choses-là sont nécessaires pour la formation de ce complexe de réplication. Donc la structure secondaire est impliquée, mais c'est de façon très indirecte. Donc jusque-là, ça va. Mais les génomes segmentés posent un problème spécifique. Donc ça, c'est pour le virus de la grippe. Et le problème, c'est ceci. Donc, un virus infectieux, particule virale, qui va être viable, a besoin de contenir une copie de chaque segment génomique. Pour le virus de la grippe, chaque segment génomique code pour un gène viral. Donc, on a besoin, dans une particule infectieuse, d'avoir une copie de chaque gène. Donc ça va être infectieux. Ici, le segment 1, il a sauté et il a été remplacé par une deuxième copie du segment 3. Donc le génome ici n'est pas complet. Alors jusqu'à il y a une dizaine ou une douzaine d'années, il y avait des gens qui disaient qui proposaient deux types de mécanismes et publiaient des données qui allaient avec ces deux idées. Donc il y avait des gens qui disaient, puisque le génome complet doit se trouver puisque chaque particule infectieuse doit contenir une copie de chaque segment génomique, l'incorporation des segments génomiques doit être contrôlée. Et donc, on a un mécanisme spécifique qui permet le virus de encapsider une copie de chaque segment génomique. Donc, il y avait des gens qui publiaient des données dans ce sens-là. Côté de ça, il y avait des gens qui disaient, bah non, c'est pas ça, c'est pas forcément, parce que imaginons que dans chaque particule, on n'a pas 8 segments génomiques, mais 10 ou 11 ou 12. Et dans ce cas-là, on va juste aléatoirement mélanger, on va incorporer 12 segments génomiques aléatoirement, et de temps en temps, on va trouver des particules qui ont au moins une copie de chaque segment génomique, et ces particules virales sont infectieuses. Donc dans une infection par le virus de la grippe, on produira une majorité de particules non infectieuses qui n'ont pas toutes les copies ou tous les segments génomiques, plusieurs copies de certains segments et des copies qui manquent d'autres, et une minorité de particules infectieuses. Et il publiait des données qui allaient dans ce sens-là. Donc ça, c'était les deux modèles. Et une chose qui permet de départager vraiment très très clairement entre les deux, c'est de regarder spécifiquement, OK, combien y a-t-il de segments génomiques par particule virale? Et ça, on a pu le faire par des études de cryotomographie électronique ou cryomicroscopie électronique de particules sortant de la cellule infectée. Et donc, lorsque la particule sort par bourgeonnement de la cellule, on a ce type de processus, les nucléocaptides s'assemblent ici, et la particule sort comme ça, de façon perpendiculaire à la membrane plasmique. Donc ça fait sortir une particule qui est un petit peu allongée, initialement, comme ça. Et si on regarde les coupes à travers cette particule-là, on peut les regarder par-dessus. Et quand on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments génomiques à l'intérieur de chaque particule. Ça, c'est quelque chose de très, très régulier. Donc, le modèle d'incorporation aléatoire de nucléocapsides peut être écarté. Donc ça, c'est en demi-ci. Donc, on écarte définitivement le modèle d'incorporation aléatoire de nucléocapsides. Alors, la question, c'est, il y a une incorporation contrôlée de ces différentes nucléocapsides. Quel est le mécanisme?
Et donc, des gens ont commencé à regarder où se trouvent les séquences d'encapsidation, des séquences d'empaquetage dans les segments génomiques du virus de la grippe. Et on trouve que les séquences d'empaquetage sont aux extrémités de chaque segment génomique. C'est ce qui est indiqué en rouge ici. Elles sont dans la partie non codante, mais elles chevauchent légèrement les séquences codantes pour les différentes protéines virales. Alors, ces séquences d'empaquetage, physiquement dans les nucléocapsides, se trouvent côte à côte parce que l'ARN viral n'est pas empaqueté dans la nucléocapside en forme linéaire, elle se replie sur elle-même. Okay, donc, on a une forme comme ça de nucléocapside. Donc, on a un bout de l'ARN qui est ici, il fait tout un tour, et les extrémités 3' et 5' se retrouvent côte à côte. Et ici, il est indiqué qu'on ne peut pas savoir si, en fait, ça, c'est deux extrémités libres, 5' et 3', ou si c'est ici. Et aux extrémités libres, on a la polymérase ARN virale qui est associée, PA, PB1 et PB2. Alors, on propose ici qu'il y a une association spécifique entre les différents segments génomiques, soit médiés par les interactions ARN-ARN, soit médiés entre une ARN et une protéine. En fait, par la suite, on a pu écarter cette idée-là, et on va voir pourquoi. Donc, ça, c'est la première question. Est-ce qu'on a des interactions ARN-ARN ou ARN-protéine qui dirigent cette association spécifique entre différents segments de nucléocapsides? Une fois qu'on a dit ça, bon, quelle est notre organisation? Est-ce qu'on a un truc en chaîne, où on a la première qui est liée au deuxième, le deuxième lié au troisième, le troisième lié au quatrième, etc. Ou est-ce qu'on a un truc avec un qui est au centre, qui est lié à tout le monde? Bon, ça, c'est les deux questions posées dans cette revue en 2010. Alors, par la suite, il y a des équipes qui ont bossé dessus. Là, c'est une équipe strasbourgeoise et à Lyon. Ils ont dit, OK, est-ce qu'on a une interaction ARN-ARN? Et ils ont fait deux choses. Ils ont transcrit in vitro les ARN génomiques viraux. Ils les ont mélangés ensemble. Ils ont migré sur un gel. Donc, ça, c'est le segment 6 et le segment 7, tous les deux à part. Et ça, c'est après les avoir mélangés. Donc, on a un retard de migration, ce qui indique qu'on a bel et bien un complexe formé entre ces deux ARN. Et pareil pour les segments 4 et 7, 3 et 6, etc. Donc, in vitro, il y a une interaction entre ces ARN. Et donc, ils ont testé toutes les combinaisons 2 par 2, et ces interactions sont spécifiques. Ce n'est pas juste les ARN qui vont se coller les uns à côté des autres sans aucune organisation. Et donc, on a le segment 1 et interagit uniquement avec le segment 7. Pareil pour le segment 2, qui va interagir uniquement avec le 6. Par contre, le 6, il va interagir avec le 7, le 2 et le 3. Okay, donc, on a un réseau d'interactions spécifique, mais relativement complexe. Donc, deuxième chose, c'est de se voir, OK, comment ça s'organise dans la particule virale. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une analyse en cryotomographie électronique pour déterminer la structure des segments de nucléocapsides dans la particule, à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est des images un peu comme ça, mais on fait une reconstruction 3D pour savoir exactement quelle est l'organisation dans l'espace des différents nucléocapsides. Et c'est ce que l'on a ici. Puisque les ARN sont de longueurs différentes, on peut savoir que celui-là qui est super long, là, ça va être ce segment 1, 2 ou 3. Et il est toujours à côté d'un truc qui est plus court. OK? Pareil ici, ça c'est un tout petit, donc c'est forcément segment 6, 7 ou 8, qui sont les plus petites. Et donc en mettant ces deux choses-là ensemble, interaction in vitro et l'organisation des segments nucléocapsidiques dans la particule virale, ils ont
sont sortis ce modèle-là. Donc ça, c'est avec les données de structure pour dire qui est qui. Donc il voit que c'est le segment 4 qui est au milieu. Ça, c'est certain. 1 à 3, bah, c'est à peu près la même longueur, donc ils ne peuvent pas distinguer. Mais ils savent qu'il y a un long ici, un long ici, un long là. 6 et 7, c'est à peu près la même longueur, ils ne peuvent pas les distinguer. 8, c'est le plus court, ils le voient bien. Et le 5 aussi, il y a une longueur spécifique. Donc ils savent que c'est ça. Ensuite, ils ajoutent leurs données d'interaction et ils arrivent à ces modèles-là. Okay, c'est le 4 qui est au milieu qui interagit avec plusieurs autres. Okay. Donc, ça c'est 2012. Non, 2012. Donc on commence à avoir une idée très bien comment ça se fait. Okay, comment ces différents segments génomiques s'interagissent pour assurer que ce qui va être impacté, c'est ça qui va contenir une copie de chaque segment génomique. Et c'est médié par ces interactions ARN-ARN spécifiquement. Alors ça, c'est in vitro. Comment on sait que ces ARN interagissent réellement in vivo? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé hier, quand je potassais un peu mon cours. Donc ça, j'ai voulu le présenter parce que je trouve que c'est super joli. Donc ça, c'est une équipe. Ils se sont intéressés à marquer spécifiquement chaque segment, 4 segments génomiques distincts, par hybridation in situ, avec des sondes fluorescentes, dans les cellules infectées. Donc ici, il marque 1, 2, 3, 4 segments d'ARN différentes, par des couleurs différentes. Il voit qu'en fait, dans le cytoplasme, donc ça c'est le noyau, ça c'est le cytoplasme, dans le cytoplasme, il y a des particules qui ont 1, 2, 3, 4 segments d'ARN génomiques différentes sur la même particule. Donc en fait, ces interactions ARN-ARN commencent dès que les nucléocapsides sortent du noyau. Donc techniquement, ils peuvent utiliser 4 sondes fluorescentes distinctes et une autre pour avoir le noyau, donc 5 couleurs. Ils ne peuvent pas faire tous les 8 segments génomiques en même temps. Mais ils ont fait plusieurs manips pour tester toutes les combinaisons possibles et ils sortent ce modèle de qui c'est qui va colocaliser avec qui. Donc ça, c'est le segment HA. HA, c'est le segment 4, ok? Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, in vivo, il voit que le segment 4, bon, il associe avec lui-même, c'est normal. Il s'associe raisonnablement avec le 2, le 3, le 7 et le 8, mais il ne s'associe pas avec le 1, le 5 et le 6. Donc, est-ce que ça colle avec notre modèle qui vient d'avant, là? Quand on regarde, le 4, c'est celui-là, c'est celui qui est au milieu. Il interagit ou colocalise très peu avec le 1, le 5 et le 6. Et quand on regarde, le 1, le 5 et le 6, c'est toujours à 2 interactions du segment 4. Le segment 4 n'interagit pas directement avec le 6, le 1 ou le 5. Donc ça, c'est des données très belles. Et pour moi, c'est une très belle confirmation des données in vitro qu'on a vues juste avant. OK. Alors, pour vous laisser digérer ça, je vais redémarrer une autre petite question là. Allez, un petit cœur, réveille-toi. OK. Alors, ça va être de 95 409.
Allez. Alors, on a reçu 10 réponses. Cette fois-ci, une seule réponse correcte. Alors, les possibilités. Réponse 1. Les picornaviridae incorporent n'importe quel ARN. Ça, c'est faux. Donc, il y a une incorporation spécifique de l'ARN viral. Donc, tout le monde est OK pour ça. Réponse 2. L'empaquetage dépendant de la protéine VPG. Il y a qui c'est qui fait la blague, là? Apparemment, non. C'est vraiment attirant comme idée que le VPG est impliqué parce que ça, c'est quelque chose qui marque spécifiquement l'ARN viral. Mais c'est pas ça qui joue la fonction importante. L'IRES sert de séquence d'empaquetage. Réponse 3. Non, c'est faux. L'IRES est essentiel pour initier la traduction de l'ARN viral en protéines, mais ce n'est pas impliqué dans l'encapsidation. Réponse correcte, c'est 4 là, c'est l'interaction entre la protéine de capside VP3 et la protéine 3C. Ah non, c'est une erreur, ça, c'est 2C, non? C'est moi qui ai mis une mauvaise réponse. Ah, c'est pour ça que ça vous a induit en erreur. Ah, excusez-moi. Effectivement, ça c'est une faute de frappe, c'est censé être 2C. Excusez-moi. Ok. Oups. My fault. Ok, oui, c'est vrai. Vous croyez que c'est une question piège, ça, en fait? Ça? Ah, d'accord. Donc ça, c'est censé être 2C. Bon. Ok. Globalement, je pense que vous avez compris, probablement mieux que moi. Il y a un truc qui n'est pas expliqué par ce modèle, encore pour les picornaviridae. Qu'est-ce qui va être infectieux dans la particule? Le brin plus ou le brin moins de l'ARN? Que le brin plus. Donc, comment le virus va différencier entre son ARN génomique, brin plus et brin moins? Ça, c'est pas encore complètement élucidé, ça, hein, comme question. Ok, dernière chose, libération de particules. D'abord pour les particules nues, non enveloppées. Classiquement, on dit que les particules non enveloppées sont libérées par lyse de la cellule. Et c'est vrai. Par exemple, pour les adénovirus, les particules virales sont produites dans le noyau. Okay, c'est le virus ADN. L'encapsidation, la formation, l'assemblage, c'est dans le noyau. Ces particules virales, les capsides, sont trop grosses pour sortir via les pores nucléaires. Donc pour l'adénovirus, le seul moyen pour faire sortir les particules virales formées dans la cellule infectée, c'est de faire éclater la cellule, lyser la cellule et libérer les particules virales. Et donc ça, c'est la fonction de protéines tardives exprimée à la fin du cycle de réplication du virus, le ADP, de Adenovirus Death Protein, qui va dégrader la membrane nucléaire, et la protéine tardive L3 qui, je pense que il dirige, je pense, la cytokératine, donc les éléments du cytosquelette des filaments intermédiaires. Donc il va désagréger la structure nucléaire et le cytosquelette, et il va aussi déclencher l'apoptose de la cellule tardivement, et c'est ça qui va libérer les particules virales de la cellule infectée. Donc ça, c'est aussi vrai pour les poliovirus qui sont fortement lytiques, ils peuvent lyser des cellules, mais il semble qu'il y ait un deuxième mécanisme de libération de particules des picornaviridae, et ça, c'est le détournement de l'autophagie. Donc, lors de l'autophagie des régions dans le cytoplasme qui vont comprendre les protéines mal repliées, peuvent être incorporées dans une vésicule à double membrane, qui est l'autophagosome,
Normalement, ces autophagosomes vont fusionner avec le lysosome et tout ce qui est à l'intérieur sera détruit. Mais apparemment, le virus de la poliomyélite est capable de détourner ce système et faire fusionner l'autophagosome avec les endolysosomes précoces qui sont ensuite recyclés. Et la fusion de ces membranes avec la membrane plasmique va permettre la libération des particules virales qui étaient formées dans le cytoplasme. Donc ça, c'est quelque chose de relativement nouveau qui est proposé comme un mécanisme alternatif de libération de particules virales nues, non enveloppées, formées dans le cytoplasme. Donc, la lyse cellulaire, ce n'est pas forcément nécessaire pour les virus nus. Pour les virus enveloppés, ils seront forcément libérés par bourgeonnement à une membrane cellulaire, souvent la membrane plasmique, mais pas tout le temps. Il y a des virus qui vont bourgeonner dans le réticulum endoplasmique et ensuite suivront la voie de sécrétion. Donc les particules seront sécrétées comme une protéine. Alors, il y a différents mécanismes de bourgeonnement. Tous les virus enveloppés ne font pas la même chose. Peut-être le système le plus simple, c'est ce qui est utilisé par le virus de l'hépatite B, c'est-à-dire que la glycoprotéine d'enveloppe, à elle toute seule, est capable de s'associer dans la membrane plasmique et de provoquer la libération de particules. C'est ce qui forme, donc c'est la base de la production du vaccin contre l'hépatite B, parce que l'expression de l'antigène HBS, qui est la glycoprotéine surface, suffit pour libérer des petites particules qui sont des sortes de pseudo-particules virales, des VLP, qui sont immunogènes. C'est possible parce que la glycoprotéine, à elle toute seule, est capable de faire libérer des particules. Alors, dans d'autres cas, la glycoprotéine toute seule n'est pas suffisante. C'est chez les alphavirus, par exemple. La capside se forme dans le cytoplasme. Et ensuite, c'est l'interaction entre la nucléocapside et la glycoprotéine qui est dans la membrane plasmique qui permet la sortie par bourgeonnement. Pour d'autres virus enveloppés, la capside ne se forme pas spontanément dans le cytoplasme, mais la capside se forme pendant le bourgeonnement. C'est le cas des rétrovirus. Et donc, les protéines de matrice et de capside vont s'associer à la membrane plasmique et c'est cette association qui permet à la fois le bourgeonnement et la formation de la capside. Et donc, les protéines essentielles, c'est les protéines de matrice et de capside. Et pour d'autres virus, c'est la protéine de matrice qui est essentielle, pas tellement la nucléocapside ou la capside, mais la présence d'autres protéines augmente l'efficacité de ce processus. Donc les glycoprotéines vont augmenter largement l'efficacité de bourgeonnement des particules du virus de la grippe, par exemple. Alors, donc on va regarder un peu en plus de détails comment la libération par bourgeonnement se fait chez le VIH. On ne va pas regarder tous ces différents types, tous ces différents mécanismes. Alors, la formation de particules virales est dépendante de l'ARN génomique qui va être en forme de dimère via la séquence DIS, séquence de dimérisation. Elle va impliquer les polyprotéines GAG et GAG-POL. Alors, l'ARN, donc les polyprotéines GAG et GAG-POL vont associer avec le feuillet interne de la membrane plasmique. Comment ça? Okay, donc ça, c'est notre feuillet interne de la membrane plasmique. Et on a trois domaines, trois protéines indépendantes dans GAG, okay, la polyprotéine GAG. On a la matrice, capside, nucléocapside. Et on a ce bout-là, le P6. Chacune de ces domaines joue un rôle important dans l'encapsidation et le bourgeonnement. Donc, la matrice, c'est cette partie-là qui dirige la polyprotéine GAG vers la membrane cellulaire. Parce qu'en N-terminal, on a une myriostylation.
Donc on a acide myristique, qui est un acide gras, qui est associé au la partie N-terminale de la protéine, qui va s'insérer dans la membrane. De l'autre côté, on a une région qui est très basique dans la protéine matrice, qui va interagir avec phosphatidone-inositol 4,5-biphosphate. Et ces deux choses-là vont cibler la protéine matrice et toute la polyprotéine GAG-POL vers les radiolipidiques dans la membrane cellulaire, dans la membrane plasmique. Donc, matrice, fonction, c'est cibler dans la membrane. La capside, quel est son rôle? La capside contient des domaines de dimérisation. Donc, la matrice va emmener une copie de la polyprotéine GAG dans la membrane. Ensuite, le domaine de capside va interagir avec d'autres polyprotéines. Et donc, c'est ça qui va former, qui va commencer à assembler plusieurs polyprotéines GAG-POL ensemble. Les interactions entre les domaines de capside. La nucléocapside, c'est ça qui va emmener l'ARN. D'accord? Les sites de fixation de l'ARN sont dans la nucléocapside. Et aussi, la présence de l'ARN va jouer un rôle dans la polymérisation. Parce qu'on a une longue molécule d'ARN. Donc, ça va assembler plusieurs protéines de GAG ensemble. Donc, l'assemblage de toutes ces différentes polyprotéines GAG et éventuellement GAG-POL permet de faire sortir une particule bourgeonnée parce que l'interaction des différentes sous-unités de capside va obliger la particule de former de prendre une forme sphérique, okay, avec une structure icosaédrique. Donc c'est ça qui va introduire la courbature dans la membrane. Et la dernière étape sera la scission membranaire ici. Et ça, c'est le rôle de la protéine P6. Donc on a commencé à regarder ça parce que dans la polyprotéine GAG-POL, on n'a pas P6. Donc on s'est dit, quelle est la fonction de ce truc-là? On sait que là, c'est pour le ciblage membranaire, ça c'est pour la dimérisation, et ça c'est pour interagir avec l'ARN. Quelle est la fonction de ce truc-là, P6? Donc on le délète et on va voir ce que ça va donner. Donc on a commencé à muter la région P6, et le résultat c'était ça. C'est-à-dire les particules sont formées, mais elles ne sont pas libérées, elles restent attachées à la surface cellulaire. C'est ça le rôle du domaine P6, c'est de permettre la scission membranaire ici et la libération des particules virales. Alors, le domaine P6 ne le fait pas tout seul, il le fait en recrutant des cofacteurs cellulaires qui vont interagir avec différents motifs de séquences qui sont présentes dans le domaine P6 de la polyprotéine GAG du VIH. Et quand on regarde bien, on trouve des domaines similaires dans les protéines impliquées dans le bourgeonnement de différents virus enveloppés, d'autres rétrovirus et les mononégavirales. Ebola, qui est un filovirus, VSV, qui est un rhabdovirus. Donc ces deux virus enveloppés vont employer le même mécanisme pour se libérer. Et donc ces domaines L vont recruter les protéines cellulaires qui sont nécessaires pour la libération de particules virales. Donc, sans aller trop dans les détails de la biologie cellulaire de ce processus, donc, les différents domaines L, les différentes séquences consensus L, vont recruter les protéines cellulaires qui permettent de former les complexes escort. Donc, escort 1, ça va former une sorte de col restreint à la membrane, là où la particule virale reste encore attachée à la membrane plasmique. Et escort 3 va permettre de cliver ou couper les membranes ici. Donc c'est l'inverse de la fusion membranaire qui est impliquée dans l'entrée des particules virales. La scission membranaire à la fin de la libération des particules virales, c'est l'inverse de ça.
Et ça implique des facteurs cellulaires. Donc escorte 1 et escorte 2, quelle est leur fonction dans la cellule normale? Ce sont des protéines qui sont essentielles pour la scission cellulaire. Quand on a la division cellulaire et une cellule mère se divise en 2 cellules filles, c'est les protéines escortes qui sont responsables de la division, la cytokinèse, division d'une cellule en 2, la dernière étape. Donc toute cellule a besoin d'exprimer ces protéines-là. Donc le virus va employer des cofacteurs cellulaires ubiquitaires pour se libérer. Bon, une chose aussi à penser pour ça, c'est que la libération de particules virales par bourgeonnement, ce n'est pas quelque chose qui est totalement aléatoire sur toutes les surfaces de la cellule. C'est un processus qui a lieu à certaines zones, dans certaines zones, ou sur certaines zones de la cellule. Chez le virus de la grippe, c'est un virus qui infecte des cellules épithéliales, donc il y a un pôle apical et un pôle basal. Et la libération des particules est préférentiellement sur le pôle apical. Donc c'est les cellules dont les voies respiratoires, donc les particules virales vont être libérées plus vers la lumière des voies respiratoires et pas au pôle basal. Pour le VIH, il y a une libération par bourgeonnement préférentiellement aux zones de contact entre les cellules présentatrices d'antigènes et aux lymphocytes T. Donc là où on a une zone de contact intime entre les deux cellules, là le virus va libérer une tonne de particules virales et ça va largement augmenter l'efficacité de l'infection. Parce qu'on ne va pas libérer des particules virales à gogo, à droite et à gauche, seulement là où on a un site d'interaction entre les cellules. Et dernière chose, souvent les particules virales sont libérées sous une forme immature. Et pour être infectieuse, on a besoin d'une maturation qui est effectuée par soit un clivage protéolytique, c'est le cas chez les rétrovirus, y compris le VIH. Donc lorsque les particules virales bourgeonnées sont libérées, c'est la polyprotéine GAG et la polyprotéine GAG-POL qui sont dans la particule virale. À ce moment-là, l'activité protéase de la polyprotéine POL sera activée et c'est à ce moment-là que la polyprotéine va cliver GAG en ses composantes matrice, capside et nucléocapside et la polyprotéine POL en protéase, transcriptase inverse et intégrase. Ça, c'est très important que l'activité protéase est activée après la libération des particules virales. Si on avait l'activité protéase trop tôt, on aura la matrice qui va dans la membrane, on aura une protéase qui clive ici, la capside restera à l'intérieur de la cellule. Ne sera pas associée au bourgeonnement. Donc l'activité protéolytique est activée après le bourgeonnement. C'est aussi le cas chez les adénovirus, donc il y a une protéase qui est incorporée à l'intérieur de la particule virale et la maturation implique le clivage de différentes protéines virales qui sont à l'intérieur. Et pour le virus de la grippe, le récepteur pour le virus de la grippe, c'est l'acide sialique. Et les particules virales qui sont formées par bourgeonnement sont également recouvertes d'acide sialique. Donc pour éviter que les particules virales se collent les unes sur les autres, la neuraminidase virale va cliver l'acide sialique sur, d'une part, la surface de la cellule infectée, aussi à la surface des particules virales. Et ça, c'est nécessaire pour assurer leur infectivité. Ok, une dernière question, et puis je vais vous libérer. Pour finir à temps, on va le faire aux mains levées. Okay, donc ça, c'est la question. On a parlé pseudo-particules virales, de VLP. Donc, imaginons que l'on veut développer un vaccin contre le VIH basé sur les VLP qui incorporent la glycoprotéine du virus. Quelles sont les protéines, le minimum nécessaire pour permettre de former ce type de particules? Réfléchissez un petit peu.
Oh oui, un truc que j'ai oublié de dire là pour la libération, les complexes escortes et tout ça, c'est vrai pour beaucoup de virus, c'est pas vrai pour la grippe. Une exception. C'est la protéine de matrice mineure M2 chez le virus de la grippe qui permet la libération. Donc il n'y a pas cette histoire de recrutement des protéines escortes et les domaines L. Ok, c'est bon là, vous avez bien réfléchi à tout ça? Non? Ok, qui dit A? Qui dit B? 1, 2, 3. Qui dit C? Une personne, 2, 3. Qui dit D? C'est B, c'est B. Tout ce qui est nécessaire pour le bourgeonnement, c'est dans la polyprotéine GAG. GAG-POL, non, parce qu'il n'y a pas le domaine P6 dans GAG-POL, donc ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de libération. Et ça marchera, mais ce n'est pas nécessaire en fait pour libérer les particules. C'est nécessaire pour la maturation et pour former une particule infectieuse. Mais le minimum nécessaire pour libérer une particule, c'est GAG. Ok, bon bah merci, puis à tout à l'heure pour certains.